Alfred de Montesquieu, bonsoir, ça va bien? Bonjour, bonjour Laurent. Bon, alors, je t'ai invité aujourd'hui parce que tu as commencé une série sur Jules César qu'on peut voir sur Planète, assez intéressante, je dois dire. J'ai pu voir les 4 premiers épisodes, mais je voulais parler avec toi sur la manière dont on représente les personnages historiques dans la fiction, mais plus encore parce que toi, tu es au mi-chemin, à mi-chemin entre la fiction, entre la réalité, puis en plus, c'est qu'il y a énormément de travail de mise en esprit, de mise en, comment dire, de création, pourrait-on dire. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça t'est venu? Parce que tu as travaillé sur plusieurs choses, tu as fait beaucoup de documentaires, des fois tendance historique, d'autres fois moins. Pourquoi est-ce que Jules César, pour toi, est un personnage dont il faut raconter l'histoire? L'idée de Jules César, ça m'est venu il y a très longtemps en fait, parce que j'aime chez ce personnage, c'est son côté universel. C'est-à-dire le fait que quand tu vas en... En fait, ça m'avait frappé en Libye, avant même la chute de Kadhafi. À l'époque, j'étais reporter de guerre pour Associated Press, puis Mhm. ensuite pour Paris Match. Et en Libye, à l'époque, j'étais pour AP, tu as des temples romains, tu as des théâtres romains. Tu te rends compte que ce qui aujourd'hui nous paraît être trois continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Afrique et l'Europe, pour les Romains, c'est un seul espace, c'est Mare Nostrum. Mhm. Et donc Mare Nostrum, ça veut dire la mer Méditerranée. Et cet espace-là, quelqu'un comme Jules César n'arrête pas de le parcourir. Et, et, et lui ne voit pas la différence entre quelqu'un du nord, du sud, de l'est. Et je me disais, c'est intéressant de voir que cet homme est un trait d'union entre des zones qui aujourd'hui nous paraissent très séparées les unes des autres. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est un homme de guerre, c'est un homme très violent, et en même temps, c'est un homme de culture. C'est un accélérateur historique, si on veut, César. Mhm. Et je trouve que ce genre de personnage est intéressant à aller questionner. Oui, c'est pas mal parce que d'autant plus quand on pense à Jules César, on pense bien sûr à Astérix et Obélix. C'est comme si ça avait figé une certaine image dans notre esprit. Est-ce que c'était pour détruire cette image-là, la replacer? Parce que bon, on connaît la guerre des Gaules, on sait l'importance historique qu'il a eue. Là, ce dont tu parles, c'est vraiment le facteur de romanisation, à quel point les bâtiments étaient importants puis ont créé cette espèce de citoyenneté à la romaine. Mais quel était l'intérêt? Est-ce que ce que tu voulais, c'est apporter de la complexité au personnage, le glorifier au contraire, ou détruire cette image d'un Jules César qui est un peu le mauvais en quelque sorte dans Astérix et Obélix, bien sûr avec les nuances qu'on voit qu'il faut apporter? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais un peu tout ça à la fois. D'abord, Astérix, c'est quand même pas mal. C'est très bien documenté Oui. et beaucoup, beaucoup de choses sont vraies. Après, c'est vrai que c'est tellement important dans notre imaginaire collectif que si quelque chose est faux dans Astérix, tout le monde a tendance à croire que c'est vrai. Et c'est assez difficile d'aller à contre-courant là-dessus. Ouais. Euh, Évidemment, l'idée, c'était d'aller au-delà du personnage du bad guy d'Astérix, mais c'était aussi, surtout, d'aller au-delà du, comment dire, des poncifs, de ce qu'on pourrait appeler le césaropapisme, la statue, quoi, le côté ennuyeux et poussiéreux du grand homme que nous a légué l'histoire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le personnage de chair et de sang, Mhm. complexe, troublé, sans utiliser trop d'anglicisme, je dirais son statut d'outsider. Il faut réaliser que c'est un homme très complexe, César. Il commence pauvre, malade, mal considéré par la haute société. Il appartient à l'aristocratie, mais il vit dans les bas quartiers et il n'est pas aimé. Son père meurt quand il est adolescent. Sa mère est pauvre et il est persécuté par le dictateur en place qui sont très réactionnaires et lui est plutôt progressiste ou de gauche, quoi. Donc il n'a pas d'atout pour lui. On se moque de lui, il a la voix efféminée. Bref, et en fait, avec une volonté hors norme, il va retourner toutes les difficultés qui s'amoncellent sur son chemin et il va toutes les surmonter. Et du coup, ce personnage-là, je trouvais que c'était intéressant de le raconter, c'est d'ailleurs, je pense pour ça qu'il a fasciné pas mal à travers l'histoire, c'est plus pour sa capacité à transcender le destin. En fait, ce qui est intéressant, c'est sa trajectoire, j'allais dire presque hollywoodienne. C'est-à-dire, il part de la pauvreté, de la misère, il est mis à l'écart politiquement, il est orphelin, il est malade, il a la malaria probablement. Mhm. On se moque de lui parce qu'il est efféminé, euh, parce qu'il serait bisexuel, parce qu'il s'épile les poils. Enfin, il a rien pour lui dans le statut du romain, du patricien romain. Et Ouais. pourtant, et surtout, il est pauvre. Et il retourne chacun des handicaps enfin, par une force de volonté hors du commun, il retourne les handicaps en victoire, il les transforme en victoire. Il est quand même pris en otage par des pirates qui veulent le tuer.
Et il est otage pendant 30 jours. C'est énorme. Et pourtant, il va finir par devenir ami des pirates et les retourner la situation à son avantage. Et toute sa vie est comme ça. Donc c'est un personnage très romanesque. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller au-delà de la caricature qui est Astérix, au-delà de la fresque ou de l'icône, disons, qu'est la statue du grand homme, qui est un peu congelée dans l'histoire, c'est de regarder l'homme réel. Et de regarder cet homme réel parce qu'avec toutes ces difficultés, toutes les adversités qu'il traverse, en fait, il nous ressemble par bien des aspects. Et je trouvais ça intéressant de voir ça. Et deux choses là-dessus. L'homme de l'Antiquité, on n'en sait généralement pas grand-chose. César, lui, a fasciné ses contemporains. Donc il y a, par rapport aux autres, énormément d'écrits sur César, soit par Oui. ses contemporains, comme Cicéron et tout ça, soit par des gens qui ont écrit 2, 3 siècles plus tard, mais qui avaient accès à des sources qui ont disparu aujourd'hui. Et du coup, c'est vraiment l'un des très rares cas dans l'histoire antique de quelqu'un dont on peut accéder à la psychologie. Il y en a très très peu. Il y a Alexandre le Grand, pas vraiment. Enfin, ils sont très très rares, très très rares. Peut-être Jésus, bon, il y a les évangiles, tout ça. Mhm. Mais il y a très peu de gens, il y a 2000 ans, dont on peut accéder à la psychologie. César en fait partie. Et le dernier point qui m'intéressait énormément, et qui est un peu un écho à ce que je disais au début sur Mare Nostrum, c'est-à-dire le fait que César est quelqu'un qui parle à notre modernité, et ça c'est beaucoup les anglo-saxons qui le disent, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui voit que la République, que la démocratie est malade, et qui au début joue le jeu, puis considère que c'est compliqué, et puis à un moment décide de travestir les règles. Et il utilise le pouvoir de l'argent, le pouvoir du showbiz, enfin du jeu du cirque, mais c'est le pouvoir du showbiz, Mhm. euh, et la corruption, et la manipulation de la foule, et la manipulation de la religion. Il se fait élire grand pontife, c'est l'équivalent de pape. Il utilise tout ça pour accéder au pouvoir suprême. Et pas mal d'historiens très sérieux, le patron des études latines à Cambridge, par exemple, disent mais César, c'est le Donald Trump de la République romaine. Je m'en allais là-dedans. C'est drôle que tu le dises parce que Ben ouais, depuis, c'est vraiment intéressant cette mise en perspective. oui, mais tu sais, cette mise en perspective, elle existe depuis plusieurs années. On n'arrête pas de rappeler du pain et des jeux, à quel point notre civilisation, la civilisation occidentale, est en train de tomber. On fait toujours le parallèle avec l'Empire romain, justement, qui est tombé dans le stupre, dans les jeux, et l'autocratisme aussi, l'autoritarisme. Et la figure de Jules César incarne une espèce de rappel historique. Bon, je le sais que je ne l'ai pas vu, mais dans le 7e épisode, Franchir le Rubicon, ce fameux moment où il décide, c'est même rentré dans les expressions, franchir le Rubicon, c'est accepter le sort qui, les dés en sont jetés. Dorénavant, c'est l'homme fort qui va s'imposer face à la République. Est-ce que tu as l'impression qu'on revit un peu ce moment-là, d'autant plus que tu viens de le travailler, puis on ne peut pas s'empêcher de le faire, le parallèle? Alors, comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que est-ce Ouais, qu'on peut comparer la Rome de 50 ans avant Jésus-Christ avec l'Occident actuel, bon, qui sont déjà plusieurs pays, enfin l'Amérique. ouais, Évidemment, c'est tentant avec Washington parce que c'est la colline du Capitole, c'est le ouais. Sénat. Enfin, le parallèle, c'est pas nous qui le trouvons, hein, c'est la démocratie américaine s'est construite Oui, une mythologie ils se et sont même basés des sur la Rome bâtiments antique pour physiques. construire. Oui, oui, puis les bâtiments, puis Thomas Jefferson, on le sait, avait une Voilà. fascination d'autant plus, puis tu le dis, la colline du Capitole, puis même tout ce qu'on retrouvait comme référence au monde gréco-romain, c'est direct. Voilà. Donc la référence, évidemment, elle est déjà là. Une fois ça c'est dit, évidemment, Rome, c'est très différent, c'est une société archaïque et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est peut-être les parallèles. C'est-à-dire le fait que, par exemple, la République romaine va mal, elle traverse des crises, et en gros, ça va pas génial, mais les gens se disent, bon, ben, ça ira mieux dans 2, 3 ans et tout ça. Ce qu'on voit quand même, c'est que quand on sape les institutions démocratiques et qu'on les Mhm. abîme et qu'on les corrompt et qu'on les achète et qu'on les ridiculise, en fait, c'est quand même une pente descendante. Et en fait, on peut détruire quelque chose de précieux. Il y a un bien collectif précieux. Alors certaines personnes diront que César voulait détruire la République. Je serais plutôt d'avis de penser que non. Je pense il y a un moment, il en a eu marre que la République soit employée contre lui et il s'est dit, puisque c'est comme ça, je casse le système. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, mais en tout cas, le parallèle avec enfin, il y a une forme c'est un peu comme une fable. Je trouve qu'il y a une forme d'avertissement, c'est-à-dire qu'on voit que
on voit qu'un système institutionnel et démocratique qui est malmené par des forces de violence, d'ingérence étrangère, par la corruption, par l'argent, peut se détruire et peut s'autodétruire. Je pense que les gens qui sont exaltés par l'élection de Trump aux États-Unis à l'heure actuelle devraient regarder assez attentivement les mécanismes d'érosion et de destruction de la République romaine sous triumvirat et sous César. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant aussi de l'histoire de Jules César. Tu l'as dit, c'est vraiment le self-made man qui part de rien, qui arrive au sommet du pouvoir en quelque sorte, puis il va incarner une certaine image aussi de l'homme fort. Euh, L'autre élément qui est très important sur lequel je voudrais qu'on insiste, c'est le guerrier qui va conquérir justement avec ses armées, étendre l'Empire romain. On le sait, quand on parle de romanisation, c'est à quel point la force de l'Empire romain a été d'intégrer les cultures dites barbares pour après ça créer des espaces comme des temples, comme des espaces de jeu, des bains, des thermes, et que cette manière de donner la citoyenneté a créé carrément le système romain. Quelle a été la place de Oui, Jules César là-dedans et quelle place lui fais-tu dans ton fo- documentaire? fo- sa place est fondamentale. Ça, alors là, tu mets le doigt sur quelque chose de... L'inventeur de l'Empire romain, c'est Jules César. Déjà, au sens... Alors, c'est pas le premier à conquérir, hein, il y a des Mhm, conquêtes à Rome avant. Il y a la Provence française, c'est déjà une conquête. L'Espagne, l'Hispanie, c'est déjà une province romaine de la République. Mais lui, déjà, bon, il conquiert énormément toute la Gaule, il explore l'Allemagne, enfin la Germanie, la Belgique, il conquiert une partie de l'Angleterre, euh, il affirme le pouvoir romain en Afrique du Nord, euh, il annexe l'Égypte, enfin, donc il mhm, conquiert beaucoup. Donc évidemment, c'est un conquérant. Mais il y a un ou deux aspects qui, à mon avis, sont encore plus importants que la conquête géographique. D'abord, il décide que les légionnaires romains conquérants sont plus importants que la noblesse et que l'élite patricienne de Rome. Donc il crée un système dans lequel le soldat est politiquement plus important que la bourgeoisie ou l'aristocratie romaine. Donc il mhm, inverse le rapport de force politique. Ça fait partie de son programme populiste, etc. Et l'autre chose qui est centrale, fondamentale, c'est que les optimates, le clan des conservateurs qui dirigent Rome, qui sont les ennemis de César, considèrent qu'un étranger n'a aucun droit politique, est un moins que rien. César, lui, il dit non, quelqu'un qui a la même opinion que moi, je m'en fiche de sa couleur de peau, en fait, je m'en fiche de sa religion, je m'en fiche de sa langue d'origine, mhm. c'est mon égal, c'est quelqu'un qui fait partie de mon camp. Et c'est très important à plusieurs titres. D'abord parce que c'est comme ça que César a gagné la guerre civile. Par exemple, la Pharsale, qui est la bataille fondamentale contre Pompée, il était en très grosse infériorité numérique. S'il a gagné, c'est parce qu'il avait des Germains, des Gaulois, des Ibères de son côté. Donc ça, c'est très important. Il n'aurait pas gagné la guerre civile s'il avait... Enfin, si vous voulez, c'est ça... Le terme est un anachronisme, mais c'est son attitude antiraciste, si on veut, qui lui a permis, et populiste aussi, hein, mais donc Mm. le fait d'inclure les pauvres, les soldats, les citoyens de base, et d'inclure les provinciaux, c'est-à-dire les étrangers, c'est les deux choix politiques qu'on appellerait aujourd'hui de gauche, donc antiraciste et mesures sociales, qui en fait déterminent sa victoire contre le clan au pouvoir. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et surtout, en proposant aux étrangers la citoyenneté s'ils se battent bien, il crée l'Empire romain. Et d'ailleurs, à la fin de, il le fait de son vivant. Hein, c'est avant, pas très longtemps avant son assassinat, ses ennemis mettent une affiche dans Rome en disant merci de ne pas indiquer le chemin du Sénat aux nouveaux sénateurs. Et c'est pour se moquer de César, parce que César a nommé tellement de Gaulois sénateurs, c'est-à-dire non seulement citoyens romains, mais au Sénat, c'est-à-dire l'instance supérieure de la nation, enfin de la République romaine, que les Romains de vieille souche sont furieux, par xénophobie hein, d'ailleurs, hein, mais ils sont là. Oui. Et du coup, il y a des caricatures de sénateurs qui arrivent avec des moustaches et des barbes, qui sont des gros ploucs de Gaulois, quoi. Mais ça montre, ça illustre que la volonté de César, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans son mariage, enfin, ou son hypothèse de mariage avec Cléopâtre. Il est colorblind, comme diraient les Anglais. Il ne regarde pas les différences ethniques et religieuses comme le faisaient les conservateurs de son époque et comme le font beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui.
Tu l'as évoqué, Cléopâtre, c'est l'autre grand personnage qu'on associe avec Jules César. Comment tu la présentes? Parce qu'encore une fois, ça a été tellement romancé avec Marc-Antoine, Jules César. Quelle est l'importance de Cléopâtre dans le parcours de Jules César? Alors, là, je fais un petit pas en arrière. En fait, on a les sources historiques et puis on peut les interpréter. Donc, en fait, il n'y a pas de science exacte sur la vie de César. Euh, on n'a jamais retrouvé sa tombe, on n'a jamais retrouvé la tombe de Cléopâtre, ni celle de Marc-Antoine. Euh, et les textes peuvent être ambigus. Et en fait, ils sont Mhm, souvent biaisés selon la personne qui écrit. Moi, personnellement, je crois deux choses. Je crois que Cléopâtre est très importante. César a été marié 3 fois, fiancé une quatrième fois, et on pense qu'il avait proposé à Cléopâtre de l'épouser. Donc il était mhm, prêt à se remarier, et le Sénat, la monogamie était très importante à Rome, mais le Sénat, alors soit pour failloter, soit au contraire pour ridiculiser César, mais le Sénat a envisagé une loi qui permettrait à César d'être bigame, mhm. ce qui lui aurait permis d'épouser Cléopâtre sans divorcer de sa femme. Sachant qu'en plus, sa femme était stérile, donc sa femme ne lui donnait pas d'enfant, ce qui l'embêtait beaucoup, il n'avait pas d'héritier. Mais c'était la fille d'un de ses grands alliés politiques, donc il ne pouvait pas non plus divorcer. Euh, donc, sur Cléopâtre, deux choses. D'abord, il l'a clairement profondément aimée, mais il ne faut pas croire nécessairement que Cléopâtre soit la femme de la vie de César. La vraie femme de la vie de César, et c'est l'un des grands arguments de ma série, de notre série, euh, il y a c'est un parti pris, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'arguments historiques pour le prouver, mais ce n'est pas non plus absolument prouvé. Pour nous, c'est Servilia, la grande femme de la vie de César. Mhm. C'est une femme très intelligente, très indépendante, qui est la sœur de son pire ennemi, qui est Caton, et qui est la mère de Brutus, qui est probablement le fils de César, qu'elle aurait eu avec César. C'est son amour dans la jeunesse, elle a probablement aimé coucher avec lui dès l'âge de 14-15 ans. Ils ont été amants pendant très 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 longtemps, on a des preuves historiques de cet amour pendant très longtemps, et elle a très certainement dîné avec César la veille de sa mort, et c'est la belle-mère du principal allié politique de César, qui est Lépide. C'est aussi la belle-mère du principal assassin, qui est Cassius, et la mère du principal assassin, qui est Brutus. Donc, beaucoup de gens, Shakespeare, mais la série Ouais. Rome sur HBO, Oui. beaucoup de gens se disent, est-ce qu'elle était dans le complot ou est-ce qu'elle était contre le complot? Quand on regarde aujourd'hui, notamment, on a retrouvé des correspondances de Cicéron qui prouvent a priori, elle était tout à fait contre le complot et c'est resté l'amour de César jusqu'à la fin. Donc, Servilia a eu un rôle énorme dans la vie de César, même pour le conseiller, pour espionner en sa faveur et tout ça. Après, elle n'a jamais été jalouse des nombreuses maîtresses de César, Mhm. y compris de ses amants homosexuels, parce que selon pas mal d'auteurs, notamment Suétone, il a continué aussi à avoir. On l'appelait le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. C'est-à-dire que c'était un hyperactif sexuel. Donc il a eu 3 épouses, de très nombreuses maîtresses, selon on lui prête, y compris les femmes de ses alliés, la femme de Pompée et la femme de Crassus. Euh, et quelques amants dont parle Suétone. Euh, Visiblement, Cléopâtre, pour venir à elle, c'est différent. Il tombe vraiment très amoureux de Cléopâtre. Elle a 20 ans, il en a 50. C'est un peu le sugar daddy. C'est possible qu'elle l'embobine un peu, Cléopâtre. D'ailleurs, parce que c'est absurde ce qu'il va faire en Égypte. C'est pas, il se met énormément en danger. Il mène une guerre, voilà. Donc, et on peut penser, c'est un peu l'argument qu'on utilise nous, qu'il y a une vraie jalousie entre Servilia et Cléopâtre. Cléopâtre vient à Rome à la demande de César. Elle vient même 2 fois. Elle repart et puis elle revient. Et il y a des pamphlets racistes, il y a des caricatures d'elle qui circulent comme une grosse femme obèse, avec des traits un peu africains, qui couche avec un crocodile. La zoophilie est complètement taboue à Rome. Donc, donc il y a des goodies, par exemple, avec des lampes à huile. Donc, ça a été distribué par quelqu'un de riche qui voulait faire du mal à Cléopâtre. On voit une Cléopâtre nue, obèse, à 4 pattes, qui fornique avec un crocodile. Donc, il y a vraiment des gens qui ne l'aimaient pas à Rome. Et on ne peut pas vraiment savoir qui c'est. Nous, notre postulat, c'est que on sait que la femme la plus riche de Rome, c'était Servilia, et elle détestait Cléopâtre. Donc on pense que c'est elle. Et donc il y a une rivalité entre ces deux-là. On ne peut pas tout prouver, mais il y a une rivalité. Ce qui est sûr, c'est que les Romains, en général, détestaient Cléopâtre. Ils détestaient Cléopâtre parce que Mhm. c'était une reine, ils n'aimaient pas les rois. Elle était orientale, et ils n'aimaient pas les orientaux. Et surtout, ils n'aimaient pas que les orientaux viennent à Rome et prennent du poids à Rome. Ils trouvaient que c'était
corrompus, décadents. Ils n'aimaient pas les Orientaux. Et surtout, il y avait ce risque que César épouse Cléopâtre, c'est-à-dire que César devienne un roi, quoi. Devienne roi d'Égypte ou devienne roi, par extension, par Cléopâtre. Et donc, on peut penser qu'elle a eu un rôle accélérateur très très fort dans la mort de César. L'assassinat de César, je ne pense pas que Cléopâtre ait eu nécessairement un rôle énorme dans la vie de César. Il l'a rencontré très tard, il l'a rencontré en 48, enfin 5-6 ans avant sa mort. Par contre, il a été très amoureux d'elle, il a eu un enfant d'elle, a priori, Césarion. C'est ambigu parce que l'enfant n'est pas nommé dans le testament donc, de César, ce qui tendrait à, et l'enfant n'avait aucun statut juridique. Si ses parents n'étaient pas mariés et que sa mère n'était pas citoyenne romaine, l'enfant avait le statut d'un enfant d'esclave. Hein. C'était pas un citoyen, c'était un infra-humain, quoi. Et César ne l'a pas reconnu dans son testament. Donc, on peut se poser la question du degré de l'importance de la relation entre César et Cléopâtre. Mais elle était très importante, c'est sûr. Et ce qui est sûr et certain, c'est que la haine que les Romains vouaient à Cléopâtre a accéléré l'assassinat de César. César est mort en partie à cause de Cléopâtre, c'est sûr. C'est vraiment passionnant. Je pense que les gens qui nous écoutent vont avoir envie d'écouter la série. Mais pour la dernière partie de l'entrevue, j'aimerais qu'on insiste sur la manière dont tu as construit ce documentaire qui va être diffusé en 10 épisodes de 26 minutes. Sur Canal+, ça va être 5 épisodes. Mais on le sait, un des grands problèmes qu'on a quand on fait du documentaire, des fois, c'est l'iconographie. Et là, tu es dans le monde antique. Comment on fait pour constituer une iconographie ou, dans le cas présent, reconstituer une iconographie? Parce que tu as fait appel à des dessinateurs pour créer le monde qui n'existait plus, dont on n'a pas de traces. Quels ont été les guides qui ont été les tiens? Est-ce que tu t'es dit, bon, ben faites ce que vous voulez, ou au contraire, voici les cadres, voici des représentations de l'époque, voici le style de l'époque, comment ça se travaillait du point de vue de la représentativité historique? Eh ben ouais, c'est une bonne question. C'est un très gros travail. En fait, c'est la continuation du travail littéraire. C'est-à-dire que comment moi j'ai procédé, j'ai lu les grands historiens actuels, et puis au bout d'un moment, j'ai délaissé les historiens parce que j'étais tout le temps en train de lire les notes en bas de page, qui renvoient aux sources classiques. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, il faut lire les sources classiques. Donc j'ai lu en fait la totalité de ce qu'on peut appeler pompeusement le corpus césarien. C'est pas énorme en fait, hein. C'est Suétone, Plutarque, Cicéron, la correspondance de Cicéron, et puis après, bon, il y a les fragments, Dion Cassius, Paterculus, Nicolas de Damas, mais fondamentalement, voilà, je pourrais presque aller chercher, je les ai dans mon bureau à côté, il y a 20 livres, hein, 20 livres. Et surtout, et puis évidemment, César lui-même, la guerre des Gaules, Ouais. la guerre civile, et ce qu'on appelle le pseudo-César, c'est-à-dire les gens qui travaillaient pour lui. Donc la guerre des Gaules, parce qu'il y a lui qui l'a écrit, la guerre civile, et puis ensuite la guerre d'Afrique et la guerre d'Espagne, qui sont écrits par ses continuateurs. Donc tu as toutes ces sources, mais qui souvent se contredisent. Donc au sein de ça, tu essayes de décrire. Et puis tu as aussi des textes qui ont l'air de n'avoir rien à voir, mais qui en fait te racontent. C'est comme une enquête policière ou une enquête journalistique. Je me suis appuyé en fait sur le travail des historiens, hein, et puis je les ai beaucoup interviewés, les historiens. Oui, on en voit beaucoup d'ailleurs, là. Mais puis Ouais, pas on en juste voit en France, beaucoup. un peu partout en Europe. Tout à fait. On voit à la fois les grosses pointures mondialement connues spécialistes de César, Mm. qui interviennent à plein d'endroits dans le film, et on voit aussi ce que moi j'appelle les régionaux de l'étape, c'est-à-dire l'archéologue albanais, l'historien Ouais. portugais, l'égyptienne, qui connaissent un petit domaine très particulier de la vie de César, mais qui le connaissent parfois mieux que les grands spécialistes, parce qu'ils sont sur place et qu'ils ont avancé la recherche. Et donc, de tout ça, on s'est fait une idée de la vie de César, d'être de sang, d'un personnage vivant comme toi, comme moi, et c'est ce personnage-là qu'on a voulu raconter. Donc, dans le cadre du récit historique véridique, rien n'est faux, mais il y a une grande zone d'interprétation, une grande zone de grise. Et là, on est allé inventer ce qu'on pensait être le plus crédible. Quand on ne savait pas quelque chose, on a inventé le plus crédible. Et donc, le dessin, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ben voilà, César, ben, à quoi il ressemble? Et ben, tu dis, ben voilà, Suétone dit qu'il est grand brun maigre, Plutarque dit qu'il est grand chevaux plutôt clairs, maigre. Il a jamais bu. À un moment, il devient chauve parce qu'il il aime bien se mettre une couronne de La laurier. fameuse couronne de laurier pour La fameuse cacher de sa laurier. calvitie.
Oui, exactement, c'est très amusant. Voilà, donc tu as un personnage, Suétone dit aussi qu'il a les yeux sombres comme la mer la nuit. Tu vois, donc il y a tous ces petits C'est beau quand indices. même. Donc tu as des trucs physiques qui sortent comme ça. Ou par exemple, t'as des pamphlets de l'époque qui disent, il l'appelle la reine de Bithynie pour se moquer de sa phase homosexuelle, parce qu'il a eu une phase homosexuelle avec le roi de Bithynie. Et il dit, ah, il s'épile, il marche en se dandinant comme une femme, sa voix est fluette. Hmm. Donc, ah, évidemment, on se, c'est des critiques donc, qui accentuent les traits qu'on cherche à critiquer à l'époque chez un homme politique. Mais a priori, s'il y a une caricature, c'est qu'il y a un fondement. Donc voilà, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est pour César. Et puis même chose pour son entourage. Après la série, il y a Christophe Badel, qui est un très grand historien, Ouais. qui est un des grands spécialistes français de Jules César, professeur à l'université de Rennes, et qui est le conseiller historique de la série. C'est-à-dire que comme c'est une série documentaire, il y a un conseiller historique. Et, euh, et parfois, il y a eu un dialogue, une tension, enfin un dialogue, disons, entre nous. Il y a des moments où il disait non, là vous allez trop loin dans la spéculation. Hmm. Les textes nous permettent de dire X, pas Y, donc il faut s'arrêter là. Euh, et même chose pour les dessins. Donc, parce que, et en plus, les dessins, c'est compliqué. Donc, par exemple, le dessinateur, Gilles Pascal, qui est un remarquable dessinateur, qui s'est énormément documenté, à un moment, a fait des légionnaires avec des carapaces, ce qu'on appelle en écailles de tortue. Oui. Et là, on retrouve Astérix. C'est-à-dire que c'est le modèle du légionnaire qu'on voit dans Astérix. Sauf que, en fait, ça, c'est une erreur d'Astérix. C'est un anachronisme qui s'appuie sur la colonne de Trajan, qui est une des colonnes qu'on voit à Oui. Rome, où on voit Oui. plein de légionnaires. D'accord. Et dans la colonne de Trajan, on voit ça. Mais Trajan, c'est plus d'un siècle après César. Donc, vu de nous, là, en 2024, Trajan, César, bon. Mais c'est comme si aujourd'hui, vous faisiez, je ne sais pas moi, un film euh, sur la conquête du Canada et que les types arrivaient en moto. L'anachronisme, il est du même. Vous voyez, la Oui. bataille avec Le chemin de les fer à l'époque de la Iroquois. Nouvelle-France. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme si Champlain arrivait en hors-bord. L'anachronisme, il est aussi gros, en fait. Oui, C'est cent oui. cinquante ans, quoi. Ouais. Nous, vu d'ici, il y a un effet de perspective. On se dit Trajan, César, même chose. Mais non, en fait, l'anachronisme, c'est 150 ans. Donc, à l'époque de César, il n'y avait pas d'écailles de tortue, c'était des codes de mailles, etc. Et donc, il y a des erreurs qu'il a fallu qu'on corrige parfois dans les dessins. Et voilà, ça fait partie du travail. Après, il y a une part d'interprétation du. Ce qui est très important, c'est qu'il y ait une cohérence interne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on peut dire ah, ça s'est passé comme ça ou pas comme ça. Les historiens peuvent ne pas être d'accord, à nous de choisir ce qu'on veut. Hmm. Mais par contre, il faut qu'il y ait une cohérence interne à l'intérieur. Mais l'important, de toute Après, il y a des façon, c'est que choix qu'on a les faits livres qui sont d'histoire plus. sont là, qu'on le veuille ou non. T'sais. On peut toujours aller plus loin. Un documentaire n'est pas un livre d'histoire. Tu peux pas t'attendre à ce qu'il y ait le même degré de véracité. Il y a des libertés qui sont prises dans la mesure où elles sont assumées. Il y a ça aussi. Oui, alors moi j'essaie d'en prendre le moins possible des libertés. Je les prends qu'au sein de ce qui est vérifiable. C'est-à-dire que je Mhm. pense qu'il y a énormément de liberté au sein d'un cadre qui est le cadre imposé par les faits. Mais ça laisse énormément de place, notamment pour l'intimité, notamment pour les mobiles secrets des choses et tout ça. Ouais, ouais. Après, la grande contrainte par rapport à un livre d'histoire, euh, je m'en suis rendu compte, on a fait une projection du documentaire la semaine dernière à la Sorbonne avec les grands historiens et tout ça et où il y avait des débats. Le débat, justement, c'était histoire et télévision, quelle cohabitation. Donc, qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. Et à un moment, je me suis rendu compte, je leur ai dit, enfin, j'ai dit à certains d'entre eux, un documentaire, la grande contrainte, c'est pas tellement est-ce qu'on est historique ou pas historique, parce que je pense qu'on peut essayer de l'être énormément. Mhm. La grande difficulté, par contre, c'est que on n'est pas, il n'y a pas d'interréférentiel. Dans un livre, vous dites, euh, il est parti très vite de Lutèce jusqu'à Marseille. Note, selon un tel, un tel, un tel. Dans un documentaire, vous vous arrêtez pas pour dire Caton pense que, mais Cicéron pense que. Vous dites pas ça. Mhm. En fait, le spectateur, il est forcément pris dans un récit. Vous Oui, dans arrêtez un pas le récit tunnel. On pour l'amène dire dans un tunnel. exactement, on l'amène dans un tunnel. Donc, c'est pas tellement l'historicité qui est moins solide, je pense qu'elle est à peu près aussi solide, c'est qu'elle est moins étayée. Parce qu'on ne peut pas constamment la mettre en cause, dire que tel autre auteur dit ça, dire qu'il y a telle version alternative, contester la version principale. On ne peut pas faire tout le travail de l'historien sérieux tel qu'on le lirait dans un livre aujourd'hui. Il n'y a pas de note en bas de page dans un documentaire pendant qu'on le fait, Non, quoi. non, mais c'est Voilà. intéressant. Hey, Alfred de Montesquieu, merci
pour tout ça, vraiment. Le documentaire Jules est en 10 épisodes de 26 minutes sur Planète Plus et bientôt sur Canal Plus aussi. C'est en 5 épisodes, si je me rappelle bien. Oui, 5 fois 52 minutes, avec la voix de Roche Dizem en narration. C'est Ouais. passionnant. J'invite tout le monde à aller voir ça, là. Vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Merci, Laurent.